Bonjour, bienvenue sur l'Astrolin.com. Les Olympiades de Tromsø ont lieu depuis une semaine et sont l'occasion d'observer les meilleurs joueurs du monde. Je vous propose aujourd'hui un zoom sur le champion du monde, Magnus Carlsen, opposé dans cette partie avec les Blancs à Radoslav Wojtaszek, le meilleur joueur polonais. Alors, il faut savoir que Wojtaszek est le secondant d'Anand, c'est-à-dire l'un des entraîneurs qui le prépare pour ses matchs de championnat du monde, et c'est donc un joueur de très très grand talent, notamment dans les ouvertures. Et c'est pourquoi ici, Carlsen, d'ailleurs très fidèle à son style, décide de jouer une ouverture plutôt souple, qui évite les lignes les plus aiguës et les plus étudiées de la théorie, pour replacer le combat dans le milieu de jeu. Il ouvre avec E4 et après C5, nous voici dans la défense sicilienne que nous avons vue à de nombreuses reprises. Ici, Carlsen choisit cavalier C3 plutôt que le coup principal cavalier F3 avec l'idée de pousser rapidement D4 pour ouvrir la position, ce qu'on appelle la sicilienne ouverte. Ici, dans la partie, il choisit plutôt une ligne annexe, la sicilienne fermée avec cavalier C3 qui met tout de suite une grosse pression sur la case D5 et laisse au noir la case D4. Maintenant, après D6 et G3, il décide de placer son fou de case blanche en fianchetto. Cavalier C6, fou G2, G6, D3, fou G7, et nous pouvons déjà faire un petit bilan de l'ouverture. Alors ici, les blancs ont clairement joué pour les cases blanches, avec le cavalier, le pion E4 et le fou en G2 braqués sur la case D5, tandis que les noirs de leur côté n'ont pas encore essayé de lutter contre ce plan et ont de leur côté préféré se concentrer sur la case D4. Alors on va voir en fait que les deux joueurs à un moment vont être obligés de rentrer en contact avec le plan adverse et il existe déjà ici deux plans pour les blancs. Le plan de la partie qui commence par fou E3 ou bien F4, un coup intéressant pour essayer de lancer une vague de pions à l'avenir sur l'aile roi des noirs. Donc on va voir que les blancs ensuite placeraient leurs pièces de manière à soutenir ces pions et les avancer encore plus avec H3, G4, F5. Ou alors il y a le coup de la partie fou E3 qui privilégie le développement dans un premier temps, contrôle une case centrale importante, la case D4, et puis prépare un plan très agressif au cas où les noirs fassent le petit roc avec Dame D2 afin d'ensuite jouer fou H6 et d'échanger le fou des cases noires, la meilleure pièce défensive des noirs. Alors il s'en suivrait une attaque où les blancs roqueraient plutôt de côté opposé en faisant le grand roc et lanceraient ensuite le pion H afin d'ouvrir la colonne. Alors, ici, les noirs ont choisi un coup qui n'est pas encore le coup principal étant E6. À la place, les noirs ici ont joué E5, hein, le pion s'avance de deux cases en une seule fois, afin d'assurer vraiment définitivement le contrôle de la case D4. Ceci donc sécurise plus tard cette case D4, sûrement au profit de ce cavalier C6, mais ça a l'inconvénient majeur de prendre la case D5, de rendre pardon, la case D5 définitivement aux blancs, une case qu'ils pourront eux-mêmes utiliser pour leur cavalier, tandis que la case D4 pourrait être sujette à un combat puisque les blancs disposent encore d'un pion en C2 qui pourra s'avancer en C3 pour discuter cette case. Alors si on joue E6, les blancs peuvent maintenant jouer Dame D2 pour continuer le plan que je vous avais dit. Et maintenant si les noirs jouent le cavalier en E7, eh bien il y a fou H6 et il faut savoir répondre à ce coup si on veut jouer cette ouverture avec les noirs. Alors comment faire? Dans un premier temps, il s'agit d'éviter de jouer petit roc immédiatement à cause de H4 et non pas à cause de fou prend G7, roi prend G7 et le roi finalement en G7 remplace un petit peu le fou qui vient de disparaître dans son rôle de gardien des cases noires, tandis qu'après simplement petit roc H4, les blancs s'apprêtent à jouer H5 et à ouvrir la colonne H avec la capture du pion G, qui va permettre à la tour H1 de rentrer directement en jeu dans le contrôle de la case H6. Et donc, à partir de ce moment-là, l'échange fou prend G7, roi prend G7 ne permettra pas aux noirs de garder le contrôle des cases noires, puisqu'il y aura alors dame H6 échec et dame prend H7, probablement avec un mat. En fait, si les blancs avaient d'abord joué fou prend G7, roi prend G7, les noirs auraient à leur disposition un nouveau coup de défense, cavalier G8, qui viendrait contrôler la case importante en H6. Malheureusement pour eux, si les blancs jouent dans le bon ordre les coups, avec H5 suivi de capture en G6, suivi de capture en G7 et enfin dame H6, les noirs n'ont jamais le temps de préparer une défense avec cavalier G8.
Voilà pourquoi le petit roc dans cette position est vraiment à proscrire et il vaut mieux à la place choisir de jouer fou prend H6 et dame prend H6. Alors on peut penser pourtant que la dame en H6 est très embêtante puisque déjà elle empêche le petit roc et qu'elle menace, elle menace tout simplement de se faufiler en G7 pour attaquer la tour en H8 qui n'est pas protégée. Mais en fait ici les noirs ont encore un coup très intéressant. Pour ceux qui cherchent à s'entraîner, je vous propose de mettre pause et à chercher le coup vous-même. Pour les autres, voici le coup, il s'agit de cavalier G8, attaquant la dame, et pourtant en fermant cette tour en H8, mais il n'y a pas de souci, car après dame en G7, il y a dame F6, et on va voir qu'il y a un complexe de pièces noires, qui se protègent les unes les autres, et qui permettent en fait aux noirs de tenir à l'aile roi, facilement. Les blancs se retrouvent même ici obligés d'échanger les dames, et après dame prend F6 et cavalier prend F6, les noirs ont une position agréable puisque les dames sont échangées, le roi est donc beaucoup plus en sécurité. Ils vont pouvoir menacer de jouer le plan avec E5, plaçant tous leurs pions sur les cases noires afin de rendre leur fou de cases blanches meilleur. Voilà, voilà. Donc, ensuite, si après fou prend H6, dame prend H6, cavalier G8, les blancs décident de repartir avec dame D2, on joue simplement E5 avec le même genre d'idée, un bon fou de case blanche qui va pouvoir venir sur E6 et des pions sur case noire pour contrôler les autres cases. Alors, sinon, après E6, il y a également F4, donc avec toujours cette idée de pousser les pions à l'aile roi, pardon. Et après cavalier G7, cavalier F3, alors, petite nuance, on peut maintenant placer le cavalier en F3 sans craindre un clouage, puisque le pion en E6 gêne le fou. Cavalier D4, petit roc, et maintenant je voulais juste vous montrer cette position pour vous montrer le plan le plus dangereux pour les blancs dans cette position, celui qui a amené notamment Spassky à jouer cette variante régulièrement dans les années 70. Il s'agit de E5, un plan qui met sous pression la structure noire, puisqu'on voit qu'il y a un bon fou de case noire ici, et donc des pions en D6 et C5 un petit peu sous pression. Et dans le même temps, on ouvre la diagonale du fou de case blanche afin de pressuriser l'aile dame des noirs. Et maintenant, quel que soit le choix des noirs, il risque d'avoir des problèmes. Par exemple, s'il joue cavalier prend F3 tout de suite, et bien après dame prend F3, et bien les noirs ont des problèmes sur la case B7 et donc ne peuvent développer leur fou de case blanche. Et s'ils jouent tour B8 pour protéger ce pion, ils ont encore de nouveaux soucis avec cavalier B5, un coup qui attaque plusieurs points importants chez les noirs et qui montre donc que les blancs ont l'initiative. Et après E5, si les noirs décident d'échanger d'abord en E5, on reprend du cavalier. On place donc un cavalier sur une excellente case sur la cinquième rangée, donc déjà assez avancé dans le camp adverse. Et puis de la même façon, on a libéré les fous des blancs pour pressuriser les pions de l'aile dame noire. Voilà, donc dans la partie, les noirs ont joué plutôt E5. Et on va arriver dans une position de type fermé, un petit peu comme dans la dernière vidéo que je vous ai proposée, Williams contre Marcelin. Mais ici, il y a des possibilités d'ouverture un peu plus grandes, notamment parce que les blancs n'ont pas joué leur pion C en C4, ni le pion D en D5. C'est une structure qui peut encore s'ouvrir avec C3 suivi de D4. Et les noirs, de leur côté, peuvent jouer F5, peut-être B5 et B4. Donc le jeu est encore assez ouvert. Alors les blancs, maintenant, doivent sortir leur dernier cavalier, le cavalier en G1, et c'est difficile de choisir une case pour lui parce que chacune des trois cases à sa disposition ont des avantages et des inconvénients. Si on vient en F3, on contrôle immédiatement le centre, mais on se retrouve sujet à un clouage par le fou en C8, donc c'est un coup qu'on essaye d'éviter en général. Si on vient en E2, c'est un coup très intéressant, mais à ce compte-là, après cavalier D4, les noirs vont pouvoir peut-être échanger quelques pièces, notamment une paire de cavaliers, avant de replacer ensuite leur second cavalier vers D4 également. Donc si les blancs cherchent à jouer pour l'avantage, ils cherchent à éviter les échanges de pièces mineures, et donc cavalier G2 a ce petit inconvénient. Il a notamment par contre un autre avantage, celui de laisser le pion F libre afin de pouvoir jouer F4. Dans la partie, en fait, Carlsen a joué un autre coup. Il a joué simplement cavalier H3. Donc un coup d'apparence un petit peu étrange puisqu'on place le cavalier sur l'aile. Mais en fait, il a ici un but très intéressant. Il joue directement contre le fou C8 qui a à sa disposition normalement deux cases, G4 et E6. Alors maintenant, s'il vient en G4, on peut simplement le chasser avec le pion F qui viendra en F3. Et s'il vient en E6, eh bien, il va se retrouver confronté à l'avancée du cavalier en G5, qui va lui poser une question, puisque le cavalier pourra alors s'échanger et procurer l'avantage de la paire de fous au blanc. C'est donc un coup qui est un peu plus agressif que le placement du cavalier en E2.
et qui évite notamment les échanges des cavaliers. On voit qu'ils sont maintenant très loin l'un de l'autre, qui va permettre un jeu de combat dans cette partie. Alors maintenant, le développement se continue naturellement avec cavalier GE7, F4 pour les blancs, cavalier D4, petit roc, petit roc. Et ici, Carlsen choisit de jouer dame D2 dans un premier temps. Un bon coup qui va lier les tours, elles se protègent l'une l'autre maintenant, et qui construit une batterie afin de pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure, venir proposer l'échange des fous de cases noires, après l'échange des pions F et E, en H6. Pourquoi vouloir échanger ce fou à tout prix? Eh bien tout simplement parce que ce fou en G7 est le seul et très très fort défenseur du petit roc noir, et donc en l'échangeant on espère pouvoir créer des menaces. On pourrait imaginer par exemple une capture en E5, une recapture en E5, fou H6, fou prend, dame prend H6, et une fois que la dame est installée en H6, on menace déjà cavalier G5 avec une double attaque sur H7. Voilà le genre d'attaque que les blancs espèrent mener. Dans le même temps, l'échange des pions F et E va ouvrir la colonne F au profit de leur tour, et donc va leur permettre de développer une attaque également sur cette colonne. Ici, je pense que Wojtaszek a mal répondu au plan des blancs. Il aurait dû jouer un coup qui est assez classique dans cette ouverture. Il s'agit de tour B8. Donc on va déjà placer la tour sur une case beaucoup plus sûre en B8 qu'en A8 sur la grande diagonale où les blancs ont placé un fou puissant. Et ensuite, en B8, il va pouvoir permettre d'armer l'avancée du pion B en B5 et probablement en B4 afin de poser des questions aux pièces blanches. Il existe un autre plan que Daniel King donne dans sa vidéo avec fou G4 qui me semble un petit peu moins naturel car ce fou me semble pouvoir être chassé. Bon, c'est un coup qui va essayer de chercher des échanges en fait. Par exemple, après cavalier D1, dame D7 et cavalier F2, posant une question au fou G4, les noirs ont maintenant fou en F3, une case qui est devenue sûre puisque la tour n'agit plus sur la case F3. Et ici, donc, les noirs vont réussir à échanger leur case blanche pour alléger un petit peu leur défense en diminuant le nombre de pièces d'attaque des blancs. Moi, je pense pour ma part que tour B8 était le bon plan et qu'il valait mieux attendre pour sortir ce fou de savoir ce que vont faire les blancs avec leur cavalier, puisque dans la partie, Wojtaszek a joué fou D7. Il a décidé de ne pas aller en E6, case où, comme on l'a vu, le fou pouvait être inquiété par le cavalier en G5. Mais en D7, le fou a l'air un petit peu de manquer de cohésion avec le reste des pièces, comme on va le voir. Alors ici, Carlsen, pour l'instant, du coup, fait un peu ce qu'il veut et décide de chasser la seule pièce des noirs qui est vraiment active, le cavalier en D4. Il joue donc cavalier D1. Alors on comprend tout de suite que c'est pour jouer le pion en C3, mais on ne comprend peut-être pas tout de suite pourquoi on ne le joue pas en E2. Eh bien, c'est tout simplement pour éviter les échanges. Carlsen veut absolument garder un maximum de pièces sur l'échiquier afin de garder la position compliquée. Puisqu'après cavalier E2, mettons que les noirs jouent un coup comme par exemple cavalier C6, on peut jouer C3, mais maintenant les noirs ne perdent pas de temps, ils jouent cavalier prend cavalier échec, dame prend, et ils sont déjà prêts à continuer leur développement avec peut-être par exemple dame en E7, et leur position est très solide encore. Voilà, donc après le coup des blancs cavalier D1, les cavaliers blancs se retrouvent dans des positions un petit peu incongrues, mais c'est momentané, puisque déjà on sait que la case F2 va être utilisée par un des deux, et ensuite le cavalier en H3 va disposer de plusieurs cases plus agressives, comme on va le voir plus tard. Donc ici les noirs continuent leur plan avec dame C8, espérant contrôler la case G4 très efficacement, et parfois poser une question à ce cavalier, comme tout de suite où il est menacé. Mais il y a cavalier DF2. Et maintenant, je pense que Wojtaszek fait une vraie erreur. Il joue cavalier DC6, donc un coup de retrait puisqu'il sait que le coup C3 arrive. Certes, bon, il n'était pas obligé de jouer ce coup avant que C3 n'arrive. Et je pense, en fait, qu'il aurait dû surcontrôler le pion C5 en jouant B6, constituant donc une belle chaîne de pions et permettant surtout à ce pion en D6 de n'avoir qu'une seule mission, contrôler le pion E5. Comme on va le voir dans la partie, ça va permettre à Carlsen, dans quelques coups, de modifier la structure de pion à son avantage, puisqu'après cavalier DF2, cavalier DC6, C3, et maintenant B5. C'était encore le dernier moment pour jouer B6, en fait, et jouer comme je vous l'ai montré. Après B5, Carlsen joue simplement pion prend E5 et pose une question intéressante au noir, comment recapturer? En fait, il souhaiterait a priori pouvoir reprendre du pion pour occuper le centre avec des pions, mais ça pose un gros problème, c'est que le pion en C5 serait alors en prise. On ne peut donc jouer ça, on est obligé de reprendre avec une pièce, et ça va céder un peu de terrain au blanc
en laissant un peu plus d'espace, en laissant un peu plus de cases contrôlées par les pions blancs que les noirs. Et donc, après F prend E5, les noirs ont joué cavalier prend E5. Certes, ils ont un beau cavalier en E5, mais ce cavalier n'est pas stable à cause de la présence de ces forts pions blancs au centre qui sont prêts à avancer et donc à chasser ce cavalier E5. On va voir que les blancs maintenant, en fait, ont une majorité centrale qui va leur permettre d'établir un centre de pions, le duo de pions sacré D4 et E4 un peu plus tard dans la partie, et c'est un avantage que les noirs n'auraient pas dû céder aux blancs aussi facilement. C'est pourquoi le coup B6 était plus intéressant que B5, même si on peut comprendre que Radoslav cherche de l'activité à l'aile dame, puisqu'il sent que les blancs montent de leur côté une belle attaque à l'aile roi. Donc après cavalier prend E5, Carlsen joue fou H6, un très bon coup comme on l'a vu, préparant l'échange du seul défenseur du roc des noirs. À la place, il était encore un petit peu prématuré pour jouer D4. Donc jouer le pion au centre n'irait pas, car en jouant le pion au centre, on laisse la case C4 aux noirs, et les noirs pourraient jouer cavalier C4, qui serait en fait très très grave, puisque d'ici, il va pouvoir s'échanger contre le fou de case noire. Et il se trouve que le fou de case noire est la pièce la plus importante dans cette position. Notamment, car on en a besoin pour aller s'échanger contre le meilleur défenseur du roc noir. Et en plus, tout simplement parce que ce fou en G7 est également une des pièces qui a le plus d'influence sur le centre des blancs. Et donc si on laisse jouer D4, cavalier C4, par exemple dame E2, les noirs vont se jeter sur l'échange, cavalier prend, dame prend. Maintenant ils ont la paire de fous. Et donc vous connaissez la logique des choses. Quand on a la paire de fous, pour en profiter au mieux, on veut ouvrir la position. On jouera donc C prend D4, C prend D4, et les noirs peuvent déjà prendre l'avantage avec cette dame qui vient de se retrouver sur une colonne ouverte, ce fou de case noire très puissant qui tape à la fois sur D4 et sur B2. Et donc il y a maintenant dame C2 qui pose déjà des questions graves aux blancs, avec une pression sur le pion B2. Par exemple, après tour B1, il y a maintenant cavalier C6. On voit que toutes les pièces noires s'activent. La dame noire pourra également venir ici pour chasser un nouveau pion en A2. Et donc là, les noirs ont un grand avantage. C'est pourquoi il ne fallait pas se précipiter sur D4. Et à la place, le coup de la partie fou H6 est bien meilleur. Alors, évidemment, Radoslav ne joue pas fou prend H6, puisqu'après dame prend H6, comme on l'a vu, les blancs sont déjà prêts à jouer cavalier en G5 pour menacer mat en H7. Il joue à la place cavalier 7 en C6 pour essayer de consolider son contrôle du centre, mais malheureusement ce ne sera pas suffisant, comme on va le voir. Après fou prend G7 et roi prend G7, il y a maintenant de nouvelles cases et des pièces à recycler. Donc Carlsen va jouer déjà son cavalier en F4 pour viser l'excellente case D5. Cavalier F4, dame D8. Alors ici, la dame se replace afin de contrôler un petit peu les cases noires délaissées depuis que le fou G7 a disparu. Et maintenant, cavalier D1 tour à D1 de la part de Carlsen. Il finit son développement tranquillement sans se presser de jouer D4, puisqu'après D4, le cavalier sera arrivé en C4 et va attaquer la dame blanche. Il préfère asseoir sa domination centrale dans un premier temps et voir comment les choses se passent. Ici, il existait également un autre plan qui m'intéressait beaucoup. Il s'agit de cavalier D1, encore un recyclage de ce cavalier, cette fois vers la case E3. Je pense que cette case est vraiment excellente pour ce cavalier car elle garde un œil sur la case G4, permet au cavalier de sauter éventuellement en D5 et donc de soutenir le premier cavalier qui était déjà prêt à y aller. Et puis garde un œil sur des cases intéressantes à la roi, par exemple la case F5. Si un jour on veut monter une attaque, il est possible que ce cavalier saute en F5 avec ou sans sacrifice. Et par exemple maintenant si les noirs essaient de l'empêcher avec cavalier G4, afin d'échanger le cavalier quand il arrivera en 3, on peut simplement jouer H3. Et après cavalier GE5, cavalier E3, les blancs sont bien. Ils ont juste dû concéder un petit affaiblissement en H3, mais ce pion est déjà fermement protégé par deux pièces, sans compter le fait que le roi peut venir maintenant se protéger en H2 et surcontrôler encore ce pion H3. Et donc dame C8 n'est pas très gênant, cette pression est un peu illusoire sur le pion H3. Dans un autre sens, les blancs, eux, contrôlent la case C4 maintenant avec leur cavalier et sont réellement prêts à pousser D4 afin de faire voler en arrière les pièces noires et de gagner un grand contrôle au centre. Donc dans la partie, il a préféré jouer tour à D1 qui est un très bon coup également.
Et les noirs, comprenant que la poussée D4 allait arriver, et donc que les pions C pouvaient s'échanger, placent préventivement leur tour en C8. Donc la tour est maintenant hors de danger par rapport à la grande diagonale, avec le fou en G2 qui lorgnait sur cette tour. Et puis la tour est donc prête à essayer d'agir sur cette colonne C qui est prête à s'ouvrir. Dame E2, encore un très bon coup de la part de Carlsen. La dame est maintenant bien en sécurité en E2, dans la mesure où les blancs comptent jouer le pion en D4. Donc l'arrivée du cavalier C4 est maintenant totalement inutile. Et c'est ici, sous la pression grandissante de l'armée des Blancs qui commence vraiment à vraiment bien s'organiser, que Radoslav commet l'erreur probablement fatale. Je pense qu'il aurait dû, en comprenant que le pion arrivait en D4, essayer de trouver une bonne case pour ce cavalier E5 qui va être chassé, et donc jouer cavalier E7. Donc ce cavalier aurait été bien placé ici pour contrôler des cases importantes au centre, notamment la case D5, et puis il aurait laissé la case libre pour son homologue, son jumeau en E5, dans la mesure où le pion D4 va rapidement le chasser. Je pense que c'était le meilleur coup, même si les blancs restent assez bien dans cette variante, après D4, pion prend, et par exemple cavalier C4 est mauvais, à cause de B3, chassant le cavalier, et donc après cavalier B6, les blancs ont un vraiment bon contrôle du centre. Il valait mieux dans un premier temps essayer de le placer en C6. Mais le problème, c'est que sur cavalier C6, il y a tout simplement un pion qui traîne en B5. Voilà, donc pas de solution simple pour les noirs. Déjà, je pense que dans cette position, en fait, on sent le manque de compréhension profonde de la position de la part des noirs. Ils ont joué quasiment sans plan jusqu'à maintenant. Ils ont concédé une hégémonie blanche au centre et maintenant ils en subissent les conséquences. Ils décident de lancer des coups un petit peu plus agressifs sur l'aile, mais ce sont de futurs affaiblissements dont ils vont pâtir beaucoup plus tard. Et donc maintenant ils jouent H5, un coup agressif. On garde la case G4 sous contrôle. On menace parfois de pousser le pion en H4 pour ouvrir la colonne H, peut-être au profit d'une tour. Le problème étant qu'en fait, ce coup H5 affaiblit le roi noir, notamment la case G6, ce qui va en fait empêcher les noirs, ils se privent à cause de ce coup de tout plan à base de F5, car le petit roquenot serait maintenant beaucoup trop faible avec le pion H et le pion F poussé, alors que F5 était peut-être une des seules idées que les noirs avaient encore en ressources actives dans cette position. Donc après H5, Carlsen joue selon les principes classiques des échecs, action à l'aile, réaction au centre, et joue donc sa poussée tant attendue D4, instaurant donc son duo de pions central qui va torturer les noirs et les laisser bien en retrait. Pion prend, cavalier G4, H3, cavalier prend et dame prend. Voilà, on peut faire le bilan de la position après ce plan réussi de la part des blancs. Il possède un développement extraordinaire, un cavalier qui est prêt à sauter notamment au centre et qui empêche la dame noire par exemple de venir sur un poste actif en B6 puisque le cavalier en D5 viendrait l'en déloger immédiatement. Le fort centre des pions blancs prive les pièces légères noires de toute activité. Les tours blanches de leur côté sont excellemment bien placées. On voit notamment cette colonne F qui va jouer un grand rôle dans l'avenir. Et puis ce fou en G2 attend encore son heure, notamment une poussée du pion E qui pourrait arriver pour réveiller ce fou en embuscade. Et donc toutes les pièces blanches sont vraiment très bien placées. C'est pourquoi ici Radoslav sent le vent tourner et ramène des pièces en défense avec cavalier E7. Et Carlsen augmente la pression avec tour D3. Un excellent coup qui va tout simplement permettre de tripler les pièces lourdes sur la colonne F. B4. Alors attention, il y a toujours des petits tricks, puisque maintenant le fou en arrivant en B5 se ferait une enfilade sur les tours blanches. Mais il y a tour F3. Et maintenant il est trop tard pour jouer le fou en B5 et essayer de chasser la tour, car les blancs ont une puissance extraordinaire sur la colonne F. Ils n'ont plus qu'à chasser ce cavalier, notamment on peut préparer un sacrifice du cavalier en H5 pour libérer tout le pouvoir des pièces blanches. Et si par exemple ici les noirs avaient joué fou B5, Carlsen aurait été prêt à jouer tout de suite cavalier prend H5, un excellent sacrifice qu'on ne peut accepter. Donc déjà ça se fait sur échec. Donc aucune possibilité de capturer la tour en F1. Et dans le même temps, donc, on a libéré la puissance des pièces blanches pour aller capturer le pion F7 qui va tomber au prochain coup. Et par exemple, si on accepte le sacrifice, après G prend H5, il y a tour prend F7 et il n'y a plus rien à faire pour éviter le mat. Par exemple, si on capture la tour en F7, c'est la dame qui arrive sur échec. Et après roi H8, eh bien, il y a mat en quelques coups avec dame prend H5
échec, roi G8, et tout simplement tour F7 avec la menace imparable dame H7 mat. Et si on ne capture pas la tour, il faut jouer roi G8 pour protéger la tour, mais il y a maintenant dame F6, et la menace est dame en G7 pour faire échec et mat. Il n'y a rien à faire, on est obligé maintenant de jouer tour prend, roi H8, dame prend H5, et on revient dans la variante que nous venons de voir avec tour F7, et malheureusement pour les noirs, dame H7 imparable. Donc dans la position après cavalier prend H5, les noirs seraient obligés de bouger leur roi, et en fait ils n'ont pas beaucoup de choix. Par exemple, le roi H6 serait complètement impossible à cause de dame D2 échec. Et le roi noir est mat en fait, puisque maintenant s'il recule avec roi H7, on va pouvoir jouer tour prend F7, brisant la défense des noirs. Et par exemple, roi G8, tour en G7, roi H8 et dame H6 échec et mat. Si on joue le pion en G5 à la place, on a l'impression de colmater un petit peu la brèche par rapport à la dame blanche, mais il y a maintenant une autre brèche, la sixième rangée qui s'est ouverte, et il y a tour F6 échec, avec un joli sacrifice du cavalier qui est complètement imprenable, hein, parce que maintenant si on joue roi point H5, il y a G4 échec, roi H4, ce roi est complètement enfermé, il n'a plus que 2 cases à sa disposition, on peut jouer par exemple dame E1 et 7 échec et mat. Contrairement à tour H6 par exemple, où le roi peut encore se faufiler, donc c'est mat en 2 coups, par exemple avec tour F3 échec et mat. Si maintenant on joue roi G8, qui est quand même le coup le plus logique, il y a cavalier F6, et le cavalier est venu sur la meilleure case, la plus dangereuse possible dans le camp adverse, en F6, et après roi G7, on peut sauver notre tour maintenant avec tour 1. Au passage, on a gagné le pion H, qui est un pion très important de la défense des noirs, et puis on a installé la pièce la plus forte sur sa meilleure case, un cavalier en F6. Il n'y a plus qu'à créer des menaces sur la colonne H ou la colonne F au bon moment. De toute façon, ce cavalier prive les pièces noires de toute mobilité. Donc il n'y a pas grand chose à dire en plus. Donc après tour F3, les noirs n'ont pas joué fou B5 immédiatement, mais ont d'abord protégé ce pion F7 qui est vraiment en première ligne. Ils ont joué donc dame E8. Et ici, pour l'anecdote, Kasparov, qui était de passage à Tromsø, en Norvège, là où ont lieu les Olympiades, regardait la partie de Carlsen, son ancien élève. Et on sait que Kasparov est un des meilleurs joueurs d'attaque de tous les temps. Et Carlsen lui a jeté un coup d'œil avant de jouer son prochain coup, un excellent coup d'attaque pour libérer le pouvoir des pièces blanches. Et Kasparov, en fait, a souri et est parti, satisfait a priori du jeu de son ancien élève. Ici, Carlsen a joué un excellent coup d'attaque que je vous propose de deviner en mettant pause. Et pour les autres, voici le coup. Il s'agit de G4, tirant parti au maximum de cette mauvaise idée des noirs de pousser le pion H. Et c'est maintenant une idée qui se retourne contre eux, puisque ce sont les blancs qui décident d'ouvrir le jeu à l'aile roi au profit de toutes leurs pièces. Et les noirs ne peuvent tolérer un échange en H5, puisqu'après pion prend, ils perdent déjà un pion avec cavalier prend, et toutes les pièces blanches vont se jeter sur le roi noir. Il faut donc capturer une première fois, et après ça, il y a pion prend qui ouvre la colonne H, nouveau danger pour le roi noir. On pourrait dire aussi que c'est un danger pour le roi blanc, mais les noirs ne sont pas en mesure de venir occuper cette colonne, car ils ont besoin de leurs pièces pour protéger le pion F qui est très fragile. Et donc c'est très très bien joué de la part de Carlsen, puisqu'en mobilisant toutes ses pièces sur la colonne F, il empêche les noirs de tirer parti de la colonne H, et de son côté, lui, il pourra créer des menaces dès qu'il en aura l'occasion sur cette colonne maintenant ouverte. Dans le même temps, ce pion en G4 pourrait être un nouvel outil d'attaque. Il pourra notamment se placer en G5 pour contrôler des cases importantes, en H6 et en F6. Alors ce pion est-il capturable? Dans la partie, Radoslav Vojtajek a décidé de ne pas le prendre. Voyons pourquoi. Après fou prend G4, les blancs joueraient simplement tour G3. Et on se rendra compte que la colonne G est maintenant très dangereuse également pour les noirs. Par exemple, si le fou part avec fou D7, la tour en G3 face au roi en G7 cloue le pion G6 et permet aux blancs de jouer sans même sacrifier de pièces, cavalier en H5, échec, libérant le pouvoir de toutes les pièces lourdes blanches avec un effet dévastateur. Par exemple, on peut jouer roi H6, mais il y a maintenant dame F4. On ne peut capturer le cavalier puisque maintenant il y a simplement dame G5, échec et mat. Et si le roi s'en va sur une case blanche, en fait ça revient au même qu'après cavalier H5, le roi ne peut se replacer sur une case blanche sans devoir accepter la perte de la dame sur une fourchette. Par exemple, après roi H6, dame F4, roi H7, il y a simplement
cavalier F6 avec une fourchette royale qui gagne la dame noire pour les blancs. Voilà, et donc si on ne joue pas ça, on est obligé de jouer roi H8, mais après roi H8, il y a maintenant dame F6, et on voit que le mat en G7 au prochain coup avec la dame est imparable également. Voilà, donc la retraite du fou est complètement impossible. Le seul coup à la disposition des noirs ici pour tenir, ce serait dame D7. Et maintenant, on va pouvoir augmenter la pression sur ce fou gênant, puisqu'il suffirait que ce fou disparaisse pour que le coup cavalier H5 devienne sonne le glas des noirs en fait. Et donc ici, on peut jouer fou H3, hein, la seule pièce des blancs qui ne servait encore à rien. On vient ici pour proposer aux noirs de le prendre. Et si les noirs font fou prend H3, il y a cavalier H5. Je vous laisse vérifier les variantes, par exemple, en mettant pause. Mais ce coup marche exactement comme au coup précédent. Sur roi H6, il y a dame F4. Et sur tout autre coup, les blancs sont complètement gagnants. Donc ici, il faut protéger ce fou coûte que coûte, tenir bon en G4. Il n'y a que F5. Mais F5 a un inconvénient majeur. Laisser cette case E6 à l'abandon. Les blancs peuvent maintenant jouer simplement D5, consolidant la case E6 pour le cavalier. Et ensuite, la position noire va simplement éclater, puisqu'ici, déjà, on menace une fourchette. Et ensuite, on va pouvoir jouer fou prend, pion prend et tour prend, puisque la dame ne protégera plus une fois que le cavalier blanc sera arrivé en E6. Voilà, donc là, ça craque dans tous les sens. Il ne fallait donc absolument pas accepter ce sacrifice de pion. Et il fallait se résoudre à quelque chose comme ce qu'a fait Vostajek dans la partie. Il a joué fou B5, essayant de distraire un peu les pièces blanches. Mais les pièces blanches sont toujours très très bien placées, puisque par exemple après tour 1, comme dans la partie, la tour s'apprête à ouvrir la colonne E avec le coup E5, afin de tirer parti de ce mauvais placement de la dame en E8, en face de la tour, et là où elle est obligée de rester pour protéger le pion F. Et dans le même temps, ça va ouvrir le jeu également pour ce fou en G2 qui va disposer de nouvelles cases sur la grande diagonale. Donc c'est vraiment une démonstration tout en simplicité de ce qu'on peut faire quand on contrôle mieux le centre que l'adversaire. On commence à créer des menaces n'importe où, à prendre de l'espace, et petit à petit, les pièces adverses se retrouvent vissées, dans l'incapacité de bouger, obligées de tenir certaines cases. Et donc ici, Radoslav se retrouve complètement passif, et donc il joue dame D8 maintenant, espérant peut-être un jour jouer dame B6, mais la case F7 reste très fragile, ce qui permet aux blancs de continuer leur attaque de l'autre côté. Donc il joue G5, le petit pion se joint à l'attaque, dame B6, et le finish de Carlsen est maintenant vraiment très élégant, c'était souligné par de nombreux commentateurs, Trent sur le streaming officiel, Daniel King sur ses vidéos sur YouTube, Kasparov sur son site de campagne électorale. La suite de la partie est vraiment magnifique. Je vous laisse mettre pause et essayer de deviner les coups de Carlsen qui vont terminer la partie. Pour les autres, je vous laisse admirer. Ici, il joue avec une des seules pièces qui ne joue encore aucun rôle dans l'attaque. Il joue fou en H3, un excellent coup, qui attaque dans un premier temps la tour en C8. Et on voit que la pression sur la case 6 augmente, puisque maintenant le cavalier et le fou qui peuvent s'y rendre. Et donc, en fait, les noirs sont obligés de garder leur tour sur la 8e rangée. Par exemple, s'il y a tour C7, les blancs gagnent du matériel. Alors, pour les plus débutants, je vous laisse mettre pause et essayer de trouver le coup. Pour les autres, c'est évident, il s'agit de cavalier E6 avec une très très belle fourchette. Et le pion ne peut capturer le cavalier car maintenant il y a tour prend en F8. Et puis en plus, la dame va pouvoir envahir la colonne F sur F6 ou F7 pour donner le mat. Donc après fou H3, la tour est obligée de contrôler la tour en F8 afin d'éviter l'intrusion du cavalier en E6. Et maintenant, après tour CD8, Carlsen joue le coup de grâce avec fou E6. Un coup qui augmente encore la pression sur F7 et sacrifie une pièce, c'est très élégant. L'ordinateur s'affole dans cette position, il donne un avantage à presque plus 9, donc l'équivalent d'une dame de plus pour les blancs. L'attaque est complètement fatale. Elle va se dérouler à la fois sur la colonne F, avec ces deux pièces lourdes très très puissamment placées en batterie, et puis également sur la colonne H, avec par exemple dame H4, dame H6 qui est sur le point d'arriver. Les noirs n'ont plus rien à faire pour défendre. Par exemple, s'ils acceptent le fou, c'est évidemment suicidaire à cause de cavalier prend E6, attaque le roi, attaque la tour, et sur tous les coups de roi, il y a par exemple s'il va sur la colonne H, un coup de dame, échec, et s'il va sur G8, on peut simplement jouer tour prend F8, tour prend, dame prend F8, il n'y a qu'une case, et maintenant dame G7, échec et mat avec un baiser de la mort.
Si dans cette position les noirs essayent de jouer cavalier G8 par exemple pour essayer de contrôler un peu plus les cases noires qui sont très fragiles, les blancs peuvent continuer leur attaque tout simplement avec fou prend F7, un excellent coup pour briser la défense des noirs, ou alors il en existe d'autres, hein. Par exemple cavalier prend G6 est également très très fort, et le plus fort est en fait tour H3, avec l'idée de jouer dame H4 et dame H7 échec et mat. Dans la partie après fou E6, Radoslav va désespérément continuer avec fou E8 pour consolider le pion F. Et maintenant, pragmatique, comme à son habitude, Carlsen joue la suite la plus claire, laissant aucune chance à son adversaire pour trouver du contre-jeu, avec cavalier D5, qui va laisser tout simplement la place aux pièces lourdes sur la colonne F, tout en attaquant la dame noire. Il faut donc jouer cavalier prend D5, parce que par exemple, si on joue dame B7, il y a également tour H3 qui est très très fort, et il n'y a rien à faire contre dame H4 et dame en H6 ou H7 pour faire échec et mat. Et donc sur cavalier prend D5, fou prend D5, et bien en fait Radoslav a ici abandonné dans une position qui a l'air pourtant d'être encore défendable. Après quelques minutes de calcul, il s'est rendu à l'évidence qu'il n'y a rien à faire contre l'attaque sur la colonne H. Par exemple, si les noirs essaient de ramener leur dame en défense avec dame C7, les blancs jouent tour H3, menaçant comme on l'a vu dame H4, et ici on ne peut rien faire. Par exemple, si on joue tour H8, il y a dame F6, c'était la seconde menace des blancs dans la position. Le coup tour H3 en fait laisse la place à la dame noire, à la dame blanche, je veux dire, vers l'excellente case F6. Et là c'est mat au prochain coup. Après par exemple roi G8, tour prend H8, échec et mat. Et donc pour éviter ça, le seul coup serait tour en G8 et non pas par exemple dame E7 qui contrôle la case F6. Mais maintenant il y a dame H4. Il n'y a plus rien à faire contre les menaces de mat sur la colonne H. Il faut donc jouer en fait tour G8, laissant la case F7 F8 pour le roi. Mais maintenant, il y a tour H7 échec, un excellent sacrifice qu'on ne peut accepter, puisqu'après roi prend H7, les blancs matent en deux coups avec dame H4 échec, roi G7, et puis finalement dame en H6 qui mate le roi noir. Donc après tour H7, il faut jouer roi F8, et puis les blancs vont pouvoir tranquillement monter leur attaque avec dame H4, menaçant probablement un échec en H6, et puis tour F1, ou alors E5, ouvrant la colonne E pour empêcher, grâce à cette tour E1, le roi de fuir. C'est pourquoi ici les noirs doivent essayer roi E7. Maintenant on joue tour F1 et la pression sur le pion F7 est totalement intolérable. Il n'y a plus rien à faire pour protéger ce pion. En fait on menace tour prend, échec, et quand le roi bouge, tour prend dame, gagnant donc la dame noire gratuitement. Et sur tour D7, il y a fou prend en F7. On ne peut recapturer puisqu'il y a tour prend tour, on double les tours. Hein. On sait que les tours sur la 7e rangée, c'est extrêmement fort. Et là, en fait, c'est complètement fatal. On va jouer tour prend tour et puis les blancs gagnent du matériel. Et donc, si on joue roi en D8, il y a fou prend G8. Et le fou en G8 qui vient de gagner une tour protège la tour en H8. En H7, pardon. Les blancs sont donc libres avec une tour de plus et l'attaque. C'est pourquoi, dans cette position, Radoslav Vojtěch a abandonné contre le champion du monde Magnus Carlsen. J'espère que cette partie vous a plu et vous a permis de découvrir la Sicilienne fermée. À bientôt sur l'Estrelin.com.